Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Robert Voyer. Vous êtes maître de conférence à l'Institut Mines Télécom Business School. Vous avez travaillé sur la théorie des langages à objets, les modèles de représentation des connaissances et de leur intégration dans les systèmes d'information, ainsi que les architectures d'entreprise. Et on va parler d'un sujet passionnant qui est au cœur de tous les débats, c'est celui de l'intelligence artificielle, notamment le fameux ChatGPT. Mais il y a pas que ça. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation, Robert Voyer, l'intelligence artificielle. Alors, vous êtes à l'Institut Mines Télécom Business School. On voit qu'en France, on a des pépites dans ce domaine en matière de formation. Faut savoir que les Français n'ont pas simplement inventé le Minitel, mais à l'origine de l'Internet, il y avait l'ARPANET, tous ces premiers réseaux ont été mis en place par des Français. J'avais rencontré un ingénieur français qui s'appelait Christian Huitema, qui était le père de l'Internet. Et j'ai toujours été fasciné quand il m'a raconté comment il a mis ça en place. Je me souviens des gens qui ont créé les ancêtres de Word, comme Philippe Borland, etc. Et tous ces gens sont français. Comment se fait-il, comme aujourd'hui, avec tout notre passé, on s'est tout fait piquer par les Américains, qu'on ait pris du retard sur l'intelligence artificielle et qu'on n'ait pas su créer notre propre IA? Bonjour Yannick. Pour répondre à votre question, ça c'est effectivement un petit peu compliqué. Comment se fait-il qu'on se soit fait tout piquer? Faut peut-être pas non plus exagérer, c'est quand même un bien grand mot. Le fait est que depuis dès le départ, tout a commencé à se développer aux États-Unis et puis effectivement ça a continué. Ce qui s'est passé par la suite, comme vous le dites, effectivement, on a des cerveaux qui effectivement ont produit de belles choses. Et d'ailleurs, on le sait, il me semble que en mathématiques, on a un très bon niveau en France, ne serait-ce qu'avec les classes préparatoires, et puis ensuite avec les grandes écoles. On pense à Polytechnique, et puis ensuite au concours, donc comme l'agrégation ou Ulm. Donc, on a un très bon niveau en mathématiques, ce qui fait que, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, donc à savoir l'intelligence artificielle, il faut savoir que ça repose, donc c'est une science déjà, donc on pourra peut-être en reparler de cette nouvelle science qui a une date très précise de naissance d'ailleurs, mais qui repose sur des modèles mathématiques qui parfois sont très évolués, très très compliqués, qui demandent donc des connaissances approfondies en mathématiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de nos jeunes chercheurs qui sont happés par les entreprises américaines, justement pour leur apporter toutes leurs compétences, tous leurs talents, et qui leur permettent justement aujourd'hui toujours de garder dans ce domaine tout au moins une place de choix qui est par les grands acteurs sur tout simplement le devant de la scène. En disant ça me fait penser entre autres, donc on a parlé de Yann LeCun, donc qui est exactement de ma génération, qui lui de la même façon, et on avait aussi d'ailleurs Stanislas Dehaene qui ont migré. Alors Stanislas Dehaene lui est resté en France, et donc il est professeur au Collège de France, mais Yann LeCun ou Luc Julia se sont retrouvés à travailler aux États-Unis simplement parce que on a reconnu leur talent et on les a gardés, et ils travaillent depuis de nombreuses années aux États-Unis, et c'est vrai qu'on n'a pas su les garder. Qu'est-ce que l'on apprend à l'Institut Mines Télécom? Je vous pose cette question parce qu'en réalité, on est dans une évolution tellement rapide des technologies que parfois le modèle institutionnel classique de la transmission, donc de l'enseignement, n'est pas adapté, puisqu'on peut apprendre des choses alors que la technologie se retrouve dépassée en 2-3 mois parce que Google, une des grandes GAFAM, a sorti quelque chose de révolutionnaire. Alors j'imagine qu'on n'est pas dans des cours de MS-DOS. Mais pourquoi pas? C'est peut-être aussi la base. C'est vrai. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut Mines Télécom, et donc là où je suis enseignant-chercheur, a une particularité. C'est une particularité unique en France. Donc déjà, c'est une école publique, mais qui fait que sur le campus même, on a 2 écoles. On a une école d'ingénieur et une école de management. Et la caractéristique de l'école de management, c'est qu'elle profite
des enseignements qui sont délivrés aux ingénieurs. En fait, ce sont les mêmes enseignants qui enseignent aux ingénieurs et au management. Et donc, elle a une caractéristique qui a fait que pour former nos managers, c'est important, eh bien, il y a toujours eu une composante technologique, technique très importante. Et c'était véritablement sa particularité. Oui, mais c'est logique aussi pour être peut-être un bon patron d'une chaîne de restauration. Si vous êtes nommé PDG du groupe Accor ou PDG d'un groupe de franchise de restaurants, le fait d'avoir des notions de cuisine, ça peut être aussi important. Oui, bien sûr, mais c'est exactement le cas, sauf que c'était une singularité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'autre école de management qui avait cette composante technologique comme nous, on l'avait à l'Institut Mintelcon. Parce que ça, c'est vrai aujourd'hui, ça semble. Parce qu'on est quand même dans des sociétés hyper modernes, très techniques, très technologiques. Et aujourd'hui, ça tombe sous le sens de délivrer ces enseignements, et on a l'impression, effectivement, quel que soit le public. Alors, bien évidemment, aux ingénieurs, mais aussi au management. Mais il y a 30 ans, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et donc, effectivement, on a toujours gardé cette particularité, ce qui fait que, depuis, effectivement, toutes les écoles, on les connaît maintenant, intègrent cette composante qui est devenue incontournable. C'est vrai, il faut bien le dire. Et de plus en plus, mais là, ce qui nous préoccupe, ou tout au moins ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle avec toutes ces implications. Alors, toutes ces implications, d'un point de vue éthique, tant sur l'humain, sur la société, que effectivement même sur ce qu'ensuite derrière il va être possible de pouvoir en obtenir. Pourquoi parler d'éthique autour de l'intelligence artificielle ? Est-ce que la régulation ne peut pas se faire naturellement ? Ça c'est une bonne question, mais dans quel domaine la régulation se fait-elle naturellement ? On voit bien que souvent... Je vais prendre le plus grand exemple. La bombe atomique. Oui. On ne s'est pas trop posé de questions sur la bombe atomique. On a dit il faut une éthique, etc. Mais bien sûr, il y a eu Hiroshima, il y a eu des choses désastreuses dans notre histoire. Mais aujourd'hui, on sait que tous les pays qui ont la bombe atomique, c'est justement pour ne pas s'en servir. Ah oui, mais ça... L'éthique vient naturellement. Avant d'appuyer sur le bouton, je vois pas encore un chef d'État le faire parce qu'il sait qu'il va se faire exploser aussi. Donc, je veux dire par là que parfois l'homme en lui-même, dans l'utilisation en tant que consommateur, impose sa propre éthique. Oui. Et ça génère un changement de la part de l'entreprise et de la machine. Oui, alors là, on s'écarte un petit peu, moi, de ce que je considère comme étant de l'éthique. Dans ce que vous dites, et ce qui s'est passé d'ailleurs avec la bombe atomique, c'est un très bon exemple, pour le coup. Mais Hans Jonas, tout de suite derrière, a écrit le principe de responsabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut prendre en compte, et le principe de responsabilité, ça va plus loin que l'éthique de responsabilité. Ça, en fait, déploie une éthique de responsabilité. En fait, il y a l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Il faut tenir les deux ensemble. Il y en a qui repose sur des principes, et puis l'autre qui repose sur justement les conséquences, effectivement, d'un acte, d'un déploiement quel qu'il soit. Le principe, lui, de responsabilité d'Hans Jonas, lui, il l'étend tout simplement à la planète. Donc il y a une extension dans l'espace et dans le temps. Mais ce qui s'est passé avec la bombe atomique, ça a été ce qu'on a appelé MAD. C'est tout simplement la destruction mutuelle assurée. Et c'est ça qui a fait que finalement, c'est devenu quelque chose qui fait que personne ne l'a utilisé. Mais c'est pas pour des principes éthiques que derrière on n'a pas utilisé la bombe atomique. C'est simplement parce que on avait une confrontation qui faisait que si on l'utilisait, ça se retournait contre nous. Tout simplement. Qu'entendez-vous par éthique alors quand on parle de l'intelligence artificielle ? À quoi pensez-vous, Robert Voyer ? Je pense que au niveau de l'éthique, c'est d'essayer déjà de distinguer un certain nombre de valeurs. Une valeur morale, c'est effectivement quelque chose qui prend en compte le bien-être humain, qui prend en compte et qui tient compte effectivement des conséquences que ça peut avoir sur la population, sur la société, sur la destruction d'emplois, l'humanité. Pensez-vous à la destruction d'emplois, par exemple ? Alors, la destruction d'emplois,
Ça, c'est parce qu'auquel sujet... cas, je vous répondrais, on s'est pas posé la question quand on a mis dans le métro, on a remplacé les poinçonneurs du métro par les tourniquets. Bien sûr, mais alors, ça, c'est en fait une question plus générale, en vérité. Parce que, après, il y a la vie de l'entreprise. Là, on se retrouve dans une situation où on se trouve dans une espèce d'oxymore, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a l'économie d'un côté, et puis il y a l'éthique de l'autre. Un peu comme pour la politique, d'ailleurs. Hein. Il y a la politique d'un côté, et puis la morale de l'autre. Et effectivement, ce sont deux ordres différents. Et on a besoin des deux. On a besoin, bien évidemment, des deux. Donc maintenant... Quand effectivement on parle d'éthique, et là quand on parle effectivement de la destruction des emplois, mais ça a toujours été vrai. C'est-à-dire qu'on a bien, et on sait très bien qu'une entreprise qui ne change pas, en fait ce qu'on disait, me semble-t-il, c'est qu'il y a les entreprises qui changent, qui évoluent, et puis celles ou qui s'adaptent, et puis celles qui meurent. Et ça fait Kodak. Ça fait surtout Wilkinson. Wilkinson, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'était qu'au 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle ? Avant, il y en avait des entreprises qui étaient spécialisées dans les armes blanches, dans les épées, les couteaux. Puis il y a eu des lois qui sont passées où les duels étaient interdits, et puis ça a évolué. Après, il y avait des armes à feu. Et donc, les entreprises, elles avaient deux possibilités, soit à s'adapter à ce changement, ou soit à changer. Véritablement, elles évoluent. Et il y en a une qui a réussi. Il y en a une seule qui a réussi, c'est Wilkinson. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont conservé leur savoir-faire, mais non plus pour faire des armes, mais pour faire des lames de rasoir. Et c'est pour ça que c'est deux sabres, Wilkinson, d'ailleurs. Avec Robert Voyer, on parle d'intelligence artificielle, d'éthique. Alors, on a commencé l'éthique. Moi, je vous ai emmené vers l'emploi. Vous m'avez dit non, il n'y a pas que ça. Alors, est-ce que l'éthique, en matière d'intelligence artificielle, c'est la première intelligence artificielle de Microsoft, je crois, qui avait sorti des raisonnements racistes. Oui. Alors, là, ça, tout simplement, parce que c'était pas un problème d'éthique, pour le coup. Ça a été effectivement la façon dont l'éthique le dans modèle... l'alimentation. L'éthique dans l'alimentation de cette intelligence artificielle. Voilà, exactement. C'était exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon, et là on va y venir... Si par exemple, j'ingurge à une intelligence artificielle à plusieurs reprises en moulinant des centaines de pages de Mein Kampf, ça va me sortir les pires abominations. Absolument, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'exemple que vous soulevez, que vous prenez. Là, c'était pas Mein Kampf. Ah non, c'était pas Mein Kampf, mais ils se sont bien amusés. Oui, c'était exactement ce qui s'était passé. Voilà. De toute façon, il s'alimentait effectivement avec toutes les informations qu'on lui donnait, et si on lui donnait des informations racistes, xénophobes, bien effectivement, lui, il reproduisait. Mais ça c'est un point important, parce que et c'est même plus important. Crucial pour oui, moi. parce que en fait, et ça c'est la critique qu'on peut en faire d'une certaine façon. Prenons l'exemple de ChatGPT, bien évidemment, parce que c'est le phénomène dont on parle. Est-ce que ChatGPT est intelligent ? Est-ce que ChatGPT va nous remplacer ? Est-ce que là on rentre dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle forte ? Ce serait peut-être bien d'indiquer un petit peu la distinction qu'on peut faire entre ces différents types d'intelligence. Mais le fait est que ChatGPT, de la même façon, ne va uniquement reproduire que, des éléments, des contenus, à partir desquels il aura été formé. Et ça, c'est une conséquence. Et c'est une conséquence importante, d'ailleurs, qui a été soulevée par Noam Chomsky dans une tribune au mois d'avril, dans le New York Times, qui, précisait justement à ce sujet-là que, en utilisant ChatGPT et avec tout ce qu'il était possible d'obtenir, et c'est vrai que dans les résultats, dans les contenus qu'on obtient avec ChatGPT, on est absolument époustouflé. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a fait un progrès. Alors, on a fait un progrès à plusieurs niveaux, mais ce qui permet aujourd'hui de véritablement avoir l'impression, enfin, qu'on a un système d'intelligence artificielle qui passe avec succès ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, peut-être qu'il faut le préciser pour nos auditeurs, ça a été un test qui a été imaginé par Alan Turing dans les années 50
ce test-là, ou même un peu juste dans les années 50, c'était plutôt que d'essayer de définir ce qu'est véritablement un système intelligent, eh bien, il a imaginé un test qui, si le système le passait avec succès, eh bien, on pouvait le qualifier d'intelligent. Et le test est assez simple, finalement, dans sa mise en place. C'est qu'on a une personne qui va interagir avec deux autres interlocuteurs. Un interlocuteur est justement un programme d'intelligence artificielle, l'autre est un interlocuteur humain. Et si la personne, en échangeant, en dialoguant avec ces deux interlocuteurs, n'arrive pas à distinguer lequel des deux est un humain et lequel des deux est un programme d'intelligence artificielle, à partir de ce moment-là, on va pouvoir dire que le programme a passé avec succès le test de Turing, et donc c'est un programme intelligent. Sauf que, c'est pas pour cela, me semble-t-il, qu'on va pouvoir le qualifié d'intelligent. Il va tout simplement être un simulateur. Il va simuler un dialogue, il va simuler une interaction avec un individu, avec un être humain, mais c'est pas pour ça qu'on va pouvoir dire qu'il est intelligent. Maintenant, pour revenir à ChatGPT, si vous me le permettez, pour faire suite à ce que vous indiquiez précédemment, ce qu'a noté justement Chomsky, c'est que avec ces systèmes qui produisent du contenu, encore une fois, qui peut être excessivement impressionnant, on va se retrouver dans ce qu'appelait Hannah Arendt la banalité du mal. Ce que je veux dire par là, c'est que ces systèmes-là ont une indifférence morale. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tout simplement produire du contenu, ils ne sont jamais prendre de décision, mais sans avoir aucune responsabilité sur ce qu'ils produisent. Ça va toujours vous évoquez être de Hannah la Arendt, faute. pour laquelle j'ai une admiration sans borne, qui est ma philosophe de référence. Ça me fait plaisir. Si je devais remonter le temps, je me pose souvent cette question. Tout le monde répondrait, on va aller voir si Jésus-Christ, discuter. Moi, j'aurais aimé discuter avec Jacques de Molay, peut-être, ou avec Hannah Arendt, elle fait partie de la liste de ces 5 personnes. Justement, je vais vous poser la question suivante, qui est sur la différence entre l'homme et la machine. J'ai beaucoup d'amis arabes qui font des blagues entre eux, des blagues sur les Arabes, avec le stéréotype, t'es chef d'entreprise, si t'as trop d'Arabes, ça va pas bosser beaucoup, il faut faire la sieste, etc. J'ai plein d'amis juifs qui me racontent une blague juive, toujours autour de l'argent, il a fermé le magasin, c'est des blagues qui nous font rire. Et l'être humain a cette capacité d'intelligence d'absorber les mêmes mots, en comprenant qu'il n'y a rien de raciste, il n'y a rien, on fait des blagues sur des stéréotypes avec lesquels les propres personnes jouent elles-mêmes. Mais les mêmes mots mis dans une machine, elle ne comprendrait plus, là. Est-ce que c'est ça qui fait la différence, finalement, entre l'humain et le pas humain, que la machine ne pourra jamais comprendre? Pour tout au moins, une pour blague le moment, juive, voilà, c'est le une blague juive, par exemple, pourra jamais absolument. comprendre. Mais là, pour le moment, c'est exactement le cas. C'est exactement le cas. Donc, sans parler des blagues juives, on a effectivement un certain nombre d'exemples. Parce qu'elles sont connues, c'est pour ça. Oui, il y en a effectivement. Il y en a qui sont très drôles. J'en connais effectivement quelques-unes qui sont... qui sont pas méchantes, elles sont drôles, voilà. Mais une machine, j'allais dire bête, elle prend les mêmes mots et les mêmes phrases, elle pourra soit les considérer comme atteinte à la discrimination, c'est pas du tout le cas, c'est de l'humour, ou soit les ingurgiter en disant on va les prendre au premier degré, avec les conséquences que cela a. C'était le sens de ma question. Oui, mais de toute façon, elle ne prend en compte pas au premier, au deuxième ou au troisième degré. Elle a aucun degré, la machine. Elle ne fait que de la production avec tout simplement dans sa production, c'est ce qu'il y a en fonction des informations que l'on a utilisées pour la former. Elle ne fait qu'une production statistique, une production probabiliste. Prenons un autre exemple. C'est une machine va faire de la reconnaissance d'images. Ça marche très très bien. Eh bien en fait,
nous, quand on va faire de la reconnaissance d'image, eh bien, en fait, on va le faire à partir de modèles dont on dispose. C'est-à-dire qu'on a des modèles abstraits. On sait ce qu'est un chat, on sait ce qu'est un chien, on sait ce qu'est un être humain. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas du tout faire une reconnaissance de cette façon-là. Elle va la faire à partir d'éléments anecdotiques dans l'image. Uniquement avec des éléments superficiels. Ce qui fait que, eh bien là, on a presque un danger. Parce qu'on a toute une littérature qui s'est développée pour justement tromper ces systèmes dans la reconnaissance d'images. Et là, on a des exemples assez étonnants à ce sujet-là, justement, parce qu'elle ne fonctionne que, encore une fois, que sur une reconnaissance superficielle. Eh bien, dans la production des mots, dans la production des contenus, dans la production des textes, eh bien, c'est à peu près la même chose. Alors, même si c'est plus impressionnant, parce que ça nous touche, parce qu'on comprend, nous, justement, ce qui est produit, mais ça reste à peu près de même ordre. Il n'y a pas du tout un changement de nature entre les deux. On reste toujours au même niveau. Et de mon point de vue, eh bien, on n'a pas du tout, parce que souvent là on en parle, on essaye de nous faire peur en disant qu'avec ChatGPT, ça y est. Alors surtout que là on a étonnamment des déclarations pourtant de gens très compétents dans le domaine. Je pense à Elon Musk, à Steve Wozniak ou à Geoffrey Hinton, qui a aussi le prix Turing, qui est le prix Nobel en informatique, qui travaille chez Google et qui a démissionné, simplement parce que, eh bien, lui veut prendre son bateau de pèlerin pour dire, ça y est, attention, l'intelligence artificielle va nous dépasser, elle va prendre le contrôle et puis ça va mettre en risque, en péril, l'humanité. À travers ce contrôle, je n'en crois rien. Voilà. Je n'en crois oui, mais rien. est-ce qu'à travers, ne veulent-ils pas dire par là que ce contrôle entraîne une sorte de vérité informatique absolue qui sortirait en niant toute possibilité de débat et de contradiction? Oui, mais dans ce que vous dites là, je veux bien que, à partir du moment où effectivement la machine a dit quelque chose, c'est vrai, voilà. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on va pas remettre en cause. C'est bien le fond de votre pensée. Sur des sujets, bien évidemment, très pointus. Ça, on peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. En fait, faible, le mot oui, c'est vrai, plus juste, c'est le mot étroit. C'est plutôt de l'intelligence artificielle étroite, c'est-à-dire, en fait, que c'est plutôt focalisé sur un domaine d'activité ou un domaine cognitive bien particulier. Effectivement, là, elle est très forte, elle est imbattable pour effectivement traiter certains types de problèmes. Mais en même temps, il faut savoir qu'on a aussi eu un débat sur ce sujet-là, parce que avec ce que l'on pouvait déployer en utilisant l'intelligence artificielle, on a tout un courant qui a annoncé que c'était la fin de la science. On n'avait plus besoin des lois physiques, on n'avait plus besoin des théorèmes ou des lois mathématiques. L'intelligence artificielle, avec la masse de données dont elle dispose, eh bien, allait nous tout simplement permettre de nous passer tout simplement de l'élaboration de lois physiques ou de théorèmes mathématiques, simplement parce que, eh bien, elle serait en mesure aussi de tout redécouvrir. Et là, de la même façon, je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Et on pourrait prendre des exemples d'ailleurs pour essayer. Oui, mais moi j'intègre dans la science, au sens global, la science, ça peut être l'histoire, ça peut être la géographie, ça peut être la discussion philosophique. J'intègre beaucoup de choses. Hein. Donc les sciences humaines aussi. J'intègre évidemment les sciences humaines. La fin de la science commence déjà à être prononcée par la fin de la contradiction, du débat, l'interdiction, peut-être même de la provocation, avant ce qu'on considérait être comme une provocation et qui suscitait un autre débat, et aujourd'hui se traiter de conspirationniste, c'est-à-dire qu'avant on pouvait au moins apporter des éléments contradictoires à son adversaire, il nous ridiculisait, on le ridiculisait, on essayait de s'en sortir, c'était un combat, un beau combat. Oui. Aujourd'hui, si on n'est pas dans une ligne, peu importe le sujet, si ça plaît pas, il y a toujours des mots qui nous mettent de côté et qui empêchent tout.
Absolument. Et ça, effectivement, est d'autant plus surprenant que ça a été pourtant ce qui a, d'une certaine façon, donné... Oui, avec la banalité, bien sûr, mais avec le fait que ça a été le rayonnement de la France. Parce que ce sens critique, le sens critique qui a été initié par Descartes, eh bien ça, effectivement, on n'a plus le droit de l'avoir. On peut même monter avant Descartes. Les pièces de Molière vis-à-vis de la cour du roi étaient déjà un sens critique. Absolument, mais là, en plus, avec Molière, c'est un type de personnage à chaque fois, sur lequel il prenait et il marquait certains caractères. C'est pour ça qu'on avait l'avare, on avait effectivement tout le Don Juan, on avait effectivement tous ces personnages. Mais dans ce que vous dites, c'est d'autant plus intéressant que je l'ai retrouvé, moi, cette possibilité de débat. Effectivement, on confronte ces idées, on confronte ces arguments. Et vous savez avec qui? Avec ChatGPT. Parce que ce que j'ai fait avec ChatGPT, on peut faire des jeux de rôle qui sont effectivement assez impressionnants, assez étonnants. J'en ai fait plusieurs. Par exemple, j'en ai fait un où je lui ai demandé, eh bien voilà, ce que l'on va faire aujourd'hui, j'ai un problème, j'aimerais que tu m'aides. Pour cela, tu vas en fait endosser 3 personnages. Tu vas t'exprimer en leur nom et tu vas t'exprimer comme eux. Alors je lui ai dit, d'abord, tu vas t'exprimer et parler au nom d'Épicure. Et puis un deuxième, ça va être Spinoza, puis un troisième, ça va être Kant. Puis je lui ai posé une problématique pour que effectivement ces personnages, je les ai presque fait ressusciter, répondent. Je lui ai dit, voilà, justement on en parlait, je vais peut-être dans quelques années je serai à la retraite. Puis ça m'angoisse un peu parce que j'ai peur de m'ennuyer, de plus savoir effectivement avoir plus suffisamment d'activité. D'autant plus que j'ai toujours été dans des domaines du numérique, vous l'avez rappelé, donc je ne bricole pas, je ne jardine pas, donc qu'est-ce que tu peux me dire de ce que je peux faire? Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que, il s'est exprimé et j'ai retrouvé à travers effectivement ce qu'il me donnait pour me rassurer, j'ai retrouvé Épicure, j'ai retrouvé Spinoza et j'ai retrouvé Kant. Et puis j'ai fait autre chose. Justement, c'est pour aller dans ce que vous dites sur effectivement la possibilité de plus débattre. Je lui dis voilà, ce que l'on va faire, parce que là il y a un sujet qui est peu abordé en France, c'est le problème de l'appartenance de la France à l'Union européenne. Je lui dis voilà, toi tu vas prendre et tu vas endosser le rôle de quelqu'un qui a tous les arguments pour dire que la France, a tout à gagner à rester dans l'Union européenne. Et pour cela, tu vas utiliser ton immense connaissance, tu vas aller chercher sur Internet les arguments qui vont devoir me convaincre pour que la France reste dans l'Union européenne. Et moi, je vais t'apporter la contradiction. Et ça a duré tout un temps. Vous avez joué à Philippe Séguin ou à Jean-Pierre Chevènement? Absolument. Et j'ai l'impression d'avoir réussi. Alors, il m'a pas dit que j'avais convaincu, mais à chaque fois, j'avais des contre-arguments qu'il acceptait. Ah oui, vous avez raison. Par exemple, sur les subventions européennes. Il me dit, mais la France, faut qu'elle reste dans l'Union européenne, elle va avoir les subventions européennes. Alors, tout de suite, j'ai dit, mais non, les subventions européennes, on est contributeur net. On donne beaucoup plus d'argent qu'on en reçoit. Et tout de suite, il me répond, ah oui, vous avez raison. Alors, on va représenter. C'est ce que vous avez fait là? Vous avez alimenté ChatGPT finalement en argument en sens inverse. Absolument. Pour que d'autres viendront jouer à ce même jeu en sens inverse, vous recevoir vos arguments. J'espère bien. C'est passionnant, oui. Oui. Et j'ai le plaisir d'être avec Robert. Vous voyez, on parle de l'intelligence artificielle, mais on peut parler d'autres choses. Mais là, finalement, on se laisse aller par cette conversation qui est vraiment passionnante. Vous êtes maître de conférence à l'Institut Mines Télécom. On a parlé de cette alimentation que vous avez jouée avec ChatGPT. En fait, en lui donnant des contre-arguments, vous avez en fait enrichi sa base argumentaire. Pourquoi? Parce que là, vous n'étiez pas face à un militant politique. Si ChatGPT était un jeune homme issu tout droit sorti de Sciences Po, qui espère faire carrière en politique, être ministre dans 15 ans, être député, il vous aurait répondu avec la plus grande
ce qu'il aurait appris, et s'il se retrouve déboussolé, vous aurez jamais dit tu as raison, et vous aurez dit vous êtes un complotiste. Tu es un complotiste. Voilà, c'est ça. Donc ChatGPT, lui, n'avait aucun intérêt. Absolument. Sauf que les arguments qu'il reprenait, il reprenait les arguments de ceux qui sont européistes, et donc il reprenait les arguments éventuellement, comme vous venez de l'indiquer, de jeunes diplômés de Sciences Po ou de l'ENA, mais effectivement avec une certaine ouverture. L'Europe, c'est voilà. L'Europe, c'est la prospérité, voilà. Effectivement, c'est tout à fait. Mais comme je vous le disais précédemment, enfin un petit peu avant, justement, dans cette longue histoire, on parle aujourd'hui de ChatGPT, c'est vrai, mais comme je vous l'indiquais, l'intelligence artificielle, elle n'est pas née d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué, on a une date précise qui est 1956, et donc elle a eu une histoire. Mais elle a une histoire mouvementée. Et si je vous en parle, c'est à raison. Parce que, en fait, au départ, comme toute nouvelle discipline, eh bien, il faut des investissements. Et donc, il faut convaincre. Alors, principalement, il faut convaincre les gouvernements. Et ça a été souvent, vous savez, l'ARPA, enfin, le département donc de l'armée qui investit pour avoir des retours, bien évidemment, sur investissement. Et donc, c'est ce qui s'était passé au départ. Mais sauf que, eh bien, on a obtenu des résultats extraordinaires dès le départ. Vraiment dès les débuts des années 60, les premiers résultats ont été époustouflants. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu un engouement, mais qui, derrière, eh bien, n'a pas été suivi par les résultats attendus. Et donc, eh bien, les investissements ont été stoppés. Et on est rentré dans ce qu'on a appelé le premier hiver de l'intelligence artificielle. Et donc, dans les années 70, il n'en faisait plus d'intelligence artificielle. Et puis il y a un renouveau. Puis les capacités de calcul étaient beaucoup plus lentes. Hein. Attendez. Quand on regarde l'appel, il faut voir que ce qu'ils avaient indiqué, parce qu'en fait c'est 4 scientifiques qui en 1955 appellent leurs collègues justement à travailler sur un nouveau domaine qu'ils appellent dès le départ l'intelligence artificielle. Ça a été choisi comme nom, ça n'a pas été fait par hasard. Justement, ça a été presque pour derrière avoir quelque chose de percutant. Oui, mais est-ce que la première intelligence artificielle, c'est pas notre tableur Excel ? Finalement. Non, parce que vous lui mettez des chiffres, il vous calcule son addition. Voilà, il a fait son calcul. Oui, mais alors là, dans ces cas-là, on peut remonter à Pascal. En fait, non, là, c'était vraiment l'idée. Quand on lit l'appel, c'était effectivement essayer de produire des programmes qui permettent de résoudre des problèmes qui habituellement ne sont résolus que par des êtres humains. Ce qui est d'autant plus étonnant, et vous avez raison, c'est qu'à l'époque, c'était pas les ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. C'était même pas des ordinateurs à transistors. C'était à tube. Puis surtout à tube. Oui. Il n'y avait aucune puissance de calcul, mais c'était impressionnant ce qu'ils imaginaient. Donc simplement pour terminer rapidement sur cette histoire, c'est qu'ensuite il y a un renouveau dans les années 80 avec les systèmes experts, parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous précédemment, simplement parce que finalement, ils ne reposaient que sur des modèles mathématiques, que sur les logiques, sans intégrer, de connaissances d'un domaine particulier. Ce qui faisait que, très rapidement, ils ont été confrontés à ce qu'on appelle l'explosion combinatoire. C'est-à-dire, en fait, le nombre de cas à traiter pour régler un problème était beaucoup trop important. Beaucoup trop important, et ça, ils l'avaient mal anticipé au départ. Juste pour vous donner un exemple, et j'en dirai pas plus au niveau des chiffres, mais prenons l'exemple du jeu d'échecs. Ils imaginaient dès les années 50 que, au bout de 10 ans, dans les années 60, ils allaient pouvoir produire un programme qui serait un grand maître aux échecs. On sait que ça n'a pas du tout été le cas. Pourquoi ? Parce que le nombre de combinaisons, pour être sûr d'obtenir l'échec et mat à coup sûr, c'est 10 puissance 120. 10 puissance 120, on n'arrive pas à se le représenter. Pour les auditeurs, je vais prendre 2 comparaisons. La distance de l'univers observable en mètres, c'est 10 puissance 27. Et le nombre d'atomes estimés dans l'univers, c'est 10 puissance 80. Donc imaginez 10 puissance 120. Donc ce qui fait que, là, on était face à un mur infranchissable. Donc ce qui fait que dans les années 80, pour régler d'une certaine façon ce problème-là, on a intégré de la connaissance et c'est ce qui a donné les systèmes experts. Et ça a été reparti. Avec ça, on allait régler tous les problèmes.
On allait régler toutes sortes de problèmes de production, d'organisation dans le domaine médical. Et il y a eu des investissements. Et derrière, on est tombé dans un deuxième hiver. Et alors là, il était encore plus fort que le premier, parce qu'il fallait surtout pas dire qu'on avait fait ou qu'on faisait de l'intelligence artificielle. C'était effectivement un domaine qui a été banni. Et on a eu ce renouveau depuis 2012, justement avec l'explosion de l'apprentissage automatique, donc qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et de la donnée. Et voilà. Et donc, ça a été la convergence de trois choses. L'amélioration des algorithmes et donc l'apprentissage basé sur les réseaux de neurones. Mais entraîner un réseau de neurones, c'est très coûteux et ça a besoin de beaucoup de données. Et donc, on a eu, en fait, deux phénomènes convergents, concurrents, qui sont arrivés en même temps. Donc, il y a eu l'amélioration des algorithmes et puis la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle, vous savez, les cartes graphiques, les GPU, qui, en fait, permettent effectivement de pouvoir effectuer énormément, 1000 milliards d'opérations à la seconde. Donc, c'est pas rien. Et puis, en plus, la disponibilité, ça, vous avez raison, d'énormes quantités de données qu'on appelle le big data. Et c'est ça qui a fait que c'est reparti. Je me méfie de l'engouement quand même actuellement et j'espère que justement on va pas tomber dans un troisième hiver. Alors, peut-être pas, parce que ça peut aussi amener le pouvoir, c'est-à-dire toute personne avide de pouvoir peut se servir de toutes ces données, de l'intelligence artificielle, on va peut-être terminer là-dessus. Oui, c'est le cas. Un dictateur peut jouer avec l'intelligence artificielle, faire des catastrophes avec l'intelligence artificielle. Un dictateur dans un pays, je vais résumer ça, sort tous mes opposants. Les opposants, c'est celui qui aura mis un like sur la page de l'adversaire un jour sur un réseau social. Ça peut être celui qui, par sa consommation, par sa carte bancaire, on aura vu qu'il aura été à telle manifestation parce qu'il aura été repéré par son téléphone. On n'imagine pas tout ce que l'on peut faire. Oui, mais on le voit un petit peu d'ailleurs avec le crédit social, c'est à ça que vous pensez d'une certaine façon. En Chine, oui. En Chine, mais on voit que ça c'est effectivement un modèle qui enthousiaste énormément de nos dirigeants quand même. La première forme de crédit social, c'était déjà le pass sur la vaccination. Oui. C'est une forme de crédit social, faut pas se mentir. Ah oui, absolument. Et là maintenant, ça va être le pass carbone. Oui. On n'en est qu'au début. Avec un nombre de vêtements, de kilomètres. De kilomètres. Là, si effectivement on a commandé sur AliExpress, ah oui, mais alors que les cargos, ça va effectivement avoir tel coût au niveau de carbone. Et donc là, à partir de ce moment-là, oui, ça va être de plus en plus difficile. Oui. On s'aperçoit qu'on pourrait se dire dans cette conversation que les populations seront rebelles. Tout ça, ça passera pas. Mais quand on a vu la docilité, par exemple au moment de la crise sanitaire, quand j'ai revu des vidéos, des montages récemment sur les masques, il y aura pas de pass sanitaire, la vaccination c'est pas obligatoire, vous inquiétez pas, tout et son contraire a été dit. Ensuite, ici même, le studio est à la Baule. Sur la plage, à un moment au du déconfinement, on nous disait faut marcher debout sur la plage, la position assise est interdite. À un moment, on n'avait pas le droit de marcher au bord de mer. Les gens qui habitaient en bord de mer devaient passer par l'entrée arrière de leur immeuble. Ils n'avaient pas le droit de passer par l'entrée devant. Je vois pas ce qui est entre passer devant ou derrière l'immeuble. Il y a quelque chose à voir avec un virus, même si c'était Ebola et c'était pas Ebola. Donc ça veut bien dire. Pardonnez-moi, j'aurais dû me faire traiter de complotiste, qu'on était dans des opérations aussi de tests de la docilité, de tests de docilité. Mais là, oui, effectivement. Anna Arendt serait si elle était là, elle serait stupéfaite. Et puis ça a été surtout, quand même basé. Alors là, je parle presque au nom de mon ami André Comte-Sponville, parce que là, ça a véritablement été, une espèce de. Là, ça valait le coup de faire vraiment ce que Paul Valéry appelle un nettoyage de la situation verbale. Parce que là, ça a été confondre deux choses. J'aime bien cette expression. Je la ressortirai. Et une valeur. À partir du moment, effectivement, où la santé, on la considérait comme étant la valeur suprême, eh bien là, d'accord. Effectivement, il faut protéger les plus fragiles. Qui sont-ils ? Les personnes âgées. Et il faut les protéger. Les plus fragiles s'identifient eux-mêmes comme étant les plus fragiles. Oui, mais peut-être qu'une société de liberté aurait dit
vous estimez être un plus fragile, nous vous protégerons. Par des aides, par un transport alimentaire, restez chez vous. Sauf que Parce qu'une personne âgée, un gars de 80 ans qui va faire son jogging chaque jour et qui va plonger, il s'y met pas à être dans les plus fragiles. Un gars de 45 ans qui fume et qui est obèse, il est dans les plus fragiles. Non, simplement, oui. Non, Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, mais ce que je voulais dire, à partir du moment où la santé, on la met comme étant la valeur la plus haute, et c'est effectivement celle qu'il faut respecter, ça peut s'entendre, admettons. Sauf qu'on confond une valeur et un bien. Et la santé, c'est un bien. C'est peut-être le bien le plus important, mais c'est pas une valeur. Une valeur, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, une valeur, elle est admirable, elle est estimable. Alors qu'un bien, le bien, lui, il est désirable, il est enviable. Par exemple, je ne vais pas admirer quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi, ou parce qu'il est en meilleure santé que moi. Non. Parce qu'il aura composé une œuvre, il aura créé une entreprise. Parce qu'il est plus courageux que moi. Un truc fantastique pour la médecine. Voilà, parce qu'il est plus courageux que moi, il est plus aimant que moi. Là, effectivement, ça, c'est une valeur. Mais à partir du moment où on confond les deux, eh bien voilà, les dérives auxquelles on aboutit, c'est exactement comme vous le disiez, ce qui s'est passé pendant la gestion de la Covid. Donc l'inflation, la santé est un bien aussi peut-être. C'est un bien. Vu comment ça passe très vite, l'âge et la vieillesse, l'inflation est rapide. Oui, exact. Ça, c'est sûr, et c'est là où on fait. Là, ça va nous emmener dans. Non, mais on va revenir au pass climatique. On finit là-dessus, peut-être. Là, on a des plus grandes inquiétudes à avoir parce que ça peut passer comme une lettre à la poste, toujours au nom de bons sentiments. Toujours. C'est ça, et de toute façon, les mesures les plus grandes saloperies qui ont été faites sur cette terre ont été faites au nom de bons sentiments. Exactement. Et alors là, je suis entièrement de votre avis. Absolument. Peuple. Alors là, jamais vu. Absolument. Je suis entièrement de votre avis. Mais là, on voit effectivement que ça prend après des orientations, des directions. On les anticipe presque déjà. Parce que à partir du moment où là, on va finir juste là-dessus, mais sans vouloir polémiquer, mais avec le réchauffement climatique, bizarrement, cet été, on a pu parler, quand effectivement il a fait chaud, d'abord on n'a pas parlé d'El Niño, parce que beaucoup de climatologues ont, dès le début de l'année, indiqué qu'il allait y avoir des fluctuations de hausse de température et de baisse de température. Et puis, quand il a fait plus chaud, qu'est-ce qu'on disait les années précédentes ? On disait que c'était dû à l'anticyclone des Açores. Cette année, on ne parlait plus d'anticyclone des Açores. On disait que c'était dû au dôme de chaleur. C'est un dôme de chaleur. D'ailleurs, il y a peut-être aussi un point qui permet de savoir où il faut s'inquiéter ou pas. Ça, c'est ma piste de réflexion personnelle. C'est quand le sujet devient une religion. Et quand l'on retrouve tous les attributs de cette religion, c'est-à-dire le blasphème, l'interdiction d'émettre le moins de propos, là, je fais marche arrière. Vous savez, ça va d'autant mieux, et je finirai aussi peut-être là-dessus, c'est exactement ce que disait Montaigne. Montaigne disait, lui qui a connu les guerres de religion, il disait « c'est mettre ses conjectures à un bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif ». Voilà. Et c'est justement pour des choses pour lesquelles on n'a pas de certitude. On n'a pas de certitude que là où on a le déploiement des plus grandes violences. C'est-à-dire qu'on va, donc quand il disait c'est mettre ses conjectures à un bien au prix d'en faire cuire un homme tout vif, c'est simplement mettre sur le bûcher des gens qui n'étaient pas du tout de notre religion, mais pour lesquels on n'a aucune certitude, parce que le fait de croire ou pas, mais ça reste une croyance, c'est pas du tout une connaissance comme on peut l'avoir dans les domaine de la physique ou des mathématiques. Et donc, bizarrement, ce sont les choses pour lesquelles, effectivement, on a moins de certitude que l'on va déployer, encore une fois, les plus grands désastres. Merci. Merci de cet vous. Entretien passionnant. On a passé un excellent... Merci d'avoir accepté mon invitation, Robert Voyer. On a parlé de plein de choses, d'intelligence artificielle. Vous êtes docteur en informatique spécialisé en intelligence artificielle. Vous êtes maître de conférence à l'Institut Mines Télécom. Et bien, quand on a des maîtres de conférence et des profs comme vous, on est rassuré sur les têtes qui sortent de Mines Télécom. On peut pas dire autant de toutes les grandes écoles, mais alors, chez vous, on est rassuré. Merci pour l'avenir de nos générations, de nos enfants et de notre pays. Merci Robert Voyer. Merci à vous.